Bonjour à tous. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Sophia, qui a une grosse journée. Elle est un petit peu fébrile, mais vous allez voir, ça va très très bien se passer. Et je la reçois pour un job qu'elle va vous expliquer en direct. Avant qu'on reçoive Sophia, je voulais juste vous rappeler qu'ATL, Allo Tata Lolo, est une chaîne d'orientation pour les plus jeunes et une chaîne de réorientation pour ceux qui ont passé le bac il y a quelques années et quelques poussières. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on fait au maximum tout ce qu'on peut pour qu'il y ait des crushs pro entre vous et le métier de nos invités. Et la deuxième chose, on essaie de lutter à notre modeste échelle contre le monolithisme à la française. C'est moi qui appelle ça comme ça pour rigoler, mais c'est une réalité. À savoir que les enfants doivent intégrer aujourd'hui qu'une vie professionnelle, ça n'est plus un métier ad vitam aeternam, mais que c'est bien sûr plusieurs aventures, opportunités, tout ce qu'on veut, métier, profession. Et donc, c'est ça, une vraie vie professionnelle aujourd'hui. Voilà. Et de bien se rentrer ça dans la tête pour ouvrir le spectre des possibles. C'est pour ça que ce soir, parmi les métiers intéressants, plutôt conventionnels, mais extrêmement nécessaires, puisqu'on va parler de nos petits vieux, et ça, c'est pas un sujet secondaire, nous recevons Sophia. Donc, je vais laisser Sophia nous dire déjà quel est le nom de ton job. Eh bien, bonjour Laurence, moi je suis adjointe de direction infirmière avec une qualification infirmière comme indiqué dans mon métier. Donc, je travaille au sein d'une résidence senior autonome au sein de la résidence senior de la Villa Médicis sur Puteaux. D'accord. J'ai commencé mes fonctions en juillet. C'est un poste très polyvalent et assez riche d'un point de vue professionnel parce qu'on touche à la fois sur le côté paramédical, coordination des soins, sans forcément être beaucoup axé dans le soin en lui-même d'un point de vue curatif. On est surtout branché sur de l'administratif, de la gestion de comptabilité et puis sur l'aspect technique de la gestion d'un établissement. Alors, donc, quand tu dis ça, moi ça me parle, mais je préfère que tu déclines qu'est-ce qui occupe ta journée. Donne-nous les fonctions de la journée, par exemple, comme ça, pas une journée type, mais au moins une journée un peu classique pour toi. Ça veut dire quoi? Vas-y, qu'on comprenne mieux. Les journées ne sont jamais les mêmes au sein d'une résidence senior autonome. Ça, c'est une bonne chose. C'est assez aléatoire. Il y a de la gestion d'accueil. On peut être amené à être appelé. Il y a le médaillon d'urgence qui fait qu'un senior peut nous appeler à n'importe quel moment. Donc, il faut absolument qu'on monte dans les étages, voir si, d'un point de vue sécurité, le résident ne présente pas de problème de santé. Oui, d'urgence, c'est de la visite d'urgence dans ces cas-là. Exactement. On a le côté animation qui est assez prenant au sein de la résidence. On peut être amené à gérer des problèmes techniques du genre les portes qui s'ouvrent plus, des choses comme ça. Les ascenseurs qui ne fonctionnent pas, le monte-charge qui peut être parfois en panne. Et il faut quand même avoir ce côté un peu polyvalent et avoir les bons réflexes et savoir quel contact appeler à ce moment-là. Donc, je suppose que vous bossez avec beaucoup de partenaires, parce qu'il y en a beaucoup de problématiques avec les petits vieux. Exactement. En fait, on n'est pas du tout médicalisé, et ça, il faut que les gens le comprennent. Enfin, c'est totalement différent d'un EHPAD. Nous, on exerce avec des intervenants extérieurs. On peut travailler avec des infirmiers libéraux, on peut travailler avec des kinésithérapeutes dans différentes villes du 92. On peut travailler avec des médecins généralistes. On peut éventuellement exercer avec des ostéopathes, c'est assez diversifié. En tant qu'adjoint de direction infirmière et aussi avec la coordinatrice infirmière, on mène un côté de démarchage qui fait que on a ce côté de réseau prescripteur qui est assez intéressant, Bien sûr, c'est intéressant et qui permet de travailler avec des professionnels tout aussi polyvalents et aussi issus du milieu paramédical. D'accord. Et c'est vraiment très riche. Mais quand tu dis, tu as cité certaines professions, tu as parlé par exemple le kiné, mais qui est-ce qui décide? Parce que ça, c'est des médecines, il y a des médecines douces aussi autour de tout ça, l'ostéo et tout. Qui est-ce qui décide du type de prestataire? Est-ce que c'est les résidents ou est-ce que c'est la direction qui propose? Alors nous, on ne décide pas à la place du résident, mais on va proposer un certain nombre de professionnels. On a un livret d'accueil, et dans ce livret d'accueil, on indique des noms de prestataires de différents domaines d'activité issus du milieu paramédical ou médical. Et c'est important de se dire que demain, si un résident vient au sein de la résidence, de se sentir libre de pouvoir choisir son professionnel de santé. Et c'est tout à fait normal.
D'accord, ça fait partie de tes attributions. Ça fait partie des attributions. Tu as aussi parlé des événements tout à l'heure. Ça va d'où à où? Donne des exemples, parce qu'à 18, 19, 22 ans, les activités chez les petits vieux dans nos maisons, et personne ne les imagine concrètement. On sait globalement. Donc, donne-nous des exemples de ce que peuvent faire les petits vieux dynamiques ou un peu moins dynamiques dans votre résidence. Alors, comme son nom l'indique, résidence-service senior autonome, les résidents sont autonomes. D'accord. Donc, on propose des animations à la semaine. Il peut y avoir aussi des événements un peu particuliers en fonction des saisons. Des fêtes. J'ai vu, par exemple, là, on est en pleine période de Noël, donc on est beaucoup axé sur les arbres de Noël, sur les activités en lien avec les décorations de sapins. On a récemment fait appel à la Croix-Rouge française, principalement du service jeunesse, pour décorer l'arbre de Noël. Donc ça a permis de créer une activité intergénérationnelle. Donc le service jeunesse, ça fait que ça permet aussi de créer un lien. Bien sûr. Et c'est pour moi, et même pour la direction, très important de pouvoir se dire, finalement, les animations sont diverses et variées, parce que on peut aller de l'intergénérationnel à une activité motrice, à une activité... entre professionnels de la résidence, axés sur, par exemple, des dessins, de l'art plastique ou des thés dansants. La plupart des résidents ça marche bien, ça, les thés dansants. Ça fonctionne très bien. Parce qu'ils vont jusqu'au déambulateur. Il y en a qui sont ils font les thés dansants aussi, ceux-là. Exactement. C'est trop mignon. Et du coup, on les prend par la main et on danse avec eux. C'est vraiment beau comme métier. C'est beau. Justement, ça, c'est un des thèmes principaux du podcast. Tu vas nous en parler. Avant de nous parler de la beauté de ton métier, justement, c'est pour ça que tu es là. C'est pas par hasard que je t'ai choisi. C'est parce qu'elle rayonne dans son métier. Je l'ai croisée sur le chemin de ma vie privée et j'ai dit il me faut une directrice, je vais proposer à Sophia. T'es rayonnante parce que tu adores ton métier. Et avant qu'on arrive sur le pourquoi tu adores ton métier, dis-nous quand même quelques mots sur le démarrage de ta carrière, puisque tu es infirmière, et donc dis-nous ce que tu as fait et pourquoi tu as bougé, tu as changé d'orientation. Alors, j'ai un parcours un peu atypique, mais on s'y retrouve. On aime bien, nous. Exactement, atypique. Ça fait la différence un petit peu. Donc moi, je suis issue du milieu médico-social. Donc j'ai fait un BTS services et prestations des secteurs sanitaires et social pour connaître un peu les différents métiers qu'on pouvait exercer au sein de ce domaine. J'ai ensuite passé mon concours infirmier en 2017 que j'ai obtenu. Et fait une pause en deuxième année d'école d'infirmière pour des raisons un peu plus personnelles. J'ai entre-temps fait une licence professionnelle en management de la santé et ensuite repris mes études en soins infirmiers. J'ai obtenu mon diplôme. J'ai voulu continuer dans le domaine scolaire. Donc j'ai quand même un Master 1 en management de la santé et j'ai occupé des postes en qualité d'apprenti adjoint de direction. Et avant même de pouvoir être adjoint de direction, je m'étais dit qu'il était tout aussi intéressant d'exercer en tant qu'infirmière dans un service de médecine, par exemple en service de chirurgie cardiaque, là où j'exerçais juste avant mes fonctions. Oui, à peu près 3 ans, tu as fait voilà, ça à peu près exactement. 3 ans. Et c'est donc chirurgie cardiaque générale, c'est pas pédiatrique? Non. C'était général. C'était général. Ouais, c'est déjà très difficile. Exactement, donc... Pourquoi me retourner dans un service directement en lien avec les seniors? Pour moi, c'était important parce que mon cursus infirmier s'est fait principalement dans le domaine médico-social. Donc, on a différents champs. On a l'hospitalier, on a les services intensifs, on a les services issus du milieu médico-social. Les EHPAD et les services seniors font partie. Et c'est durant mes stages où j'ai compris qu'on avait la possibilité de pouvoir évoluer dans ces domaines en tant que coordinatrice, puis ensuite prendre des fonctions d'adjointe de direction ou de directrice d'établissement. Et c'est comme ça où j'ai su que je voulais vraiment évoluer dans ce domaine. D'accord. Et alors, du coup, tu disais tout à l'heure aussi que tu avais fait l'enfance aussi, c'est intéressant, tu as hésité. Alors, pourquoi les petits vieux maintenant? Qu'est-ce qui te rend si heureuse dans ton job? Pourquoi les petits vieux? Eh bien, disons qu'ils ont un côté très intéressant, de par leurs histoires de vie et puis sur le côté relationnel. Je trouve que ils ont beaucoup à nous apprendre, ils ont beaucoup à nous apporter. Ils ont eu leur histoire de vie et puis ça nous permet à nous de nous dire finalement... demain, nous aussi, on prendra en âge et finalement de se dire, si on arrive à prendre soin d'eux, en retour, la jeunesse de demain pourra, eux, de leur côté, prendre soin de nous lorsque nous, on aura 80 ou 90 ans, par exemple. C'est comme un relais, un retour
Alors, tu le vois comme une sorte de chaîne de solidarité, c'est un peu comme ça. Ok. Et alors après, qu'est-ce qu'on y trouve auprès de ces petits vieux, justement? Alors, je plaisante avec le mot petit vieux, parce que j'ai pas tellement envie. Les seniors, ça, je trouve que c'est un petit peu hypocrite. On parle premier, deuxième, troisième âge. Maintenant, c'est quatrième, parce qu'on vit beaucoup plus vieux. A priori, chez toi, c'est plus du quatrième âge, quand même, quasiment. On est plus sur du quatrième âge. À partir de quel âge c'est quatrième âge? J'aurais dit 60. Ah bon? C'est 60. Prends ça dans la tronche. Non, je plaisante. Non, c'est troisième âge. Alors, le troisième âge, c'est quel âge? Troisième âge, pour moi, c'est entre 60 et 75 ans, voire 80. C'est ça, pour moi, c'est ça le troisième âge. Quatrième âge, ça va être 75 et plus. Voilà, exactement. En fait, maintenant, les âges se diffèrent et puis en fonction de ce qui se dit d'un point de vue loi, on essaie de s'adapter aussi. Ça bouge un peu, mais d'un point de vue théorique, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais? Alors, c'est vraiment le côté polyvalent que peut apporter ce métier. C'est vraiment... moi, je voulais pas perdre justement le côté infirmier, l'approche relationnelle et les études que j'ai faites aussi dans le cadre de mon master et puis de ma profession infirmier, c'est de se dire que finalement, de mettre en pratique tout ce qu'on a pu apprendre d'un point de vue théorique, c'est tout aussi riche. Comme j'ai dit, les journées ne sont jamais les mêmes et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et puis, c'est ce qui donne envie de se lever le matin, de se dire, finalement, ok, les journées sont pleines. Finalement, qu'est-ce qui va te tomber sur la tronche aujourd'hui? T'aimes le suspense, t'aimes l'aventure. Voilà, les surprises. Ça fait partie du jeu et ça, j'aime bien. Et t'es pas déçue alors du coup? Pas du tout, non. Non. Juste pour qu'on ait une idée, parce que dans tous les jobs, quand tu sais, par exemple, tu fais ta to-do list. Bon, et t'es perturbé à combien tous les matins? C'est-à-dire que tu peux faire un truc où t'es perturbé à 20%, alors, 30, 50, 0, tu vois, c'est... à combien tu l'évalues tu les évalues tes imprévus dans ta journée? Quasi quotidienne. Et c'est beaucoup? C'est beaucoup, parce que en fait, mes to-do list, j'en fais tout le temps, tu les refais? J'en fais tout le temps, et on se retrouve jamais, en fait, avec des to-do list qui tiennent. Tu peux pas les faire. Ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, finalement, on se dit que le terrain a son importance et nos seniors ont des demandes et des besoins. Et ils ont beaucoup de demandes et beaucoup de besoins. Et on se dit que finalement, le terrain a son importance et on peut avoir ce côté administratif, mais aussi on se doit d'être proche d'eux. Et c'est ce qui fait la particularité. Donc, les imprévus, il y en a pas mal. Je pense, oui. Voilà, c'est ça. Après, combien il y a de résidents, à peu près? On est sur une capacité de 50 résidents, à peu près. Ouais. Ils sont chouchoutés, 50 résidents, c'est bien. C'est pas beaucoup, c'est bien. C'est ça. C'est une bonne taille humaine, quand même. Exactement. Mais bon, si la petite mamie, elle t'appelle 3 fois par jour, multiplié par 50, ça en fait de la to-do list qui dégage. Hein. Exactement. C'est clair. Ouais. Donc, on est un peu obligé de pouvoir s'isoler de temps à autre. Donc, quand je parle d'isolement, c'est vraiment de se dire que on a aussi nos fonctions à respecter, donc on a nos tâches. Donc, je me dis que finalement, c'est aussi en fait un moyen pour moi de me conditionner et de me dire, je dois aussi m'obliger à répondre mes missions parce que sinon elles ne seront jamais faites. Bien sûr. Donc, c'est un juste milieu finalement. Ouais, c'est vraiment géré de façon précise. Dans l'équipe, il y a du monde. Toi, tu es la numéro 2 et après, il y a une responsable des soins. Juste donne-nous les fonctions de l'équipe qui gère 50 personnes, justement. On est actuellement 50 résidents sur une capacité de 98. On a en tête la directrice de site qui a pris ses fonctions récemment. Nous avons la sous-directrice qui est moi-même. On a une coordinatrice infirmière, donc c'est-à-dire que nous sommes 2 infirmières sur le site de Puteaux. Nous avons le chargé d'accueil qui, lui, va accueillir les résidents et les demandes de nos résidents, qui gère aussi le côté un peu de facturation des loyers. Okay. On va avoir la gouvernante qui va entretenir les appartements et puis s'occuper du linge des résidents. On va avoir nos agents de service qui, eux, vont s'occuper des étages et des appartements également. D'accord. On a l'agent de maintenance qui a aussi son importance sur les problèmes techniques en cas de problème d'ascenseur ou de porte qui ne se ferme pas, par exemple. Donc là, il a plein temps, ce monsieur aussi? Et il a plein temps, oui. Ouais. Il faut effectivement beaucoup de soucis techniques, il faut être présent, d'accord. Exactement. Donc, on est une petite équipe, mais finalement, dans cette petite équipe, fait que les résidents nous connaissent tous. Donc, en cas de problématique, ils savent vers qui se tourner en cas de besoin. C'est parfait. Et puis, on essaie de tenir un peu... on a ce qu'on appelle des apéritifs hebdomadaires, donc ça permet de donner les bonnes informations. Donc, ils arrivent un peu à nous cibler d'un point de vue professionnel.
D'accord. Voilà. D'accord. Alors, quand je t'écoute, la question que je me pose aussi, c'est comme tu parles d'infirmière, ça t'a pris quand l'envie de t'occuper des autres? Tu te souviens à peu près de l'âge que tu avais et comment ça a émergé? Comment ça a émergé? C'était à l'âge de 18 ans. 18 ans. J'ai D'accord. toujours voulu m'occuper des autres, soigner un proche ou... finalement, en fait, je me rends compte que c'est inné, ce sont des valeurs qu'on a déjà en soi et qu'on se rend compte que finalement, si demain je dois me reconvertir, j'aurais fait le même métier. C'est-à-dire que D'accord. pour moi, ça a son importance et puis disons que j'ai toujours aimé et adoré le contact, la bienveillance, traiter les gens avec respect. Et pour moi, je trouve que ça a son sens et si je suis... infirmière et aussi adjointe de direction, c'est pas pour rien. Absolument. Voilà. Justement, alors, qu'est-ce que tu véhicules comme valeur dans ton boulot? Qu'est-ce que je veux véhiculer? Qui sont tes valeurs privées aussi. Je veux dire, Ouais. c'est tes valeurs dans la vie, évidemment, C'est parce que ça. tu es dans l'humain. Donc. Et là, on n'a pas droit à l'erreur quand on est dans l'humain. On a intérêt à avoir de vraies valeurs. Exactement. Alors, lesquelles sont-elles, les tiennes? Ça, c'est important qu'on écoute un peu ce point-là. La bienveillance, D'accord. le respect et l'empathie. Et l'empathie. Pour moi, ce sont ces trois valeurs qui font que il n'y a que de cette façon on pourra prendre soin de l'autre et être attentif justement à ce que souhaite le Seigneur de demain, par exemple, ou C'est même bon. un patient. Je trouve que quand on occupe des métiers dans le domaine du soin, on doit avoir ces trois valeurs pour justement le soigner de façon correcte et convenable. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'a pensé ton entourage? Est-ce que c'est familial ce choix ou ça... Parce que souvent ça peut être ça. Oui. On a connu l'empathie, on a eu de l'amour, on a envie de partager. Ou alors on n'en a pas eu, on a aussi envie d'en donner. Mais je crois que c'est plutôt le premier cas pour toi. Disons que c'est familial dans le sens où j'ai une maman éducatrice spécialisée. Bon voilà. Donc les notions de valeur, que ce soit la bienveillance, le respect et l'empathie. T'es tombée dedans, toi. T'es tombée Exactement, dedans. je suis tombée dedans. Ouais, c'est sûr. J'ai de la famille médecin aussi, donc ça a aidé aussi à choisir un peu la voie qu'on veut mener. Ça a permis d'aider à la réflexion aussi. C'est assez impressionnant. Et si tu devais, là, tu es trop jeune pour le coup de changer un truc dans ta vie, parce que tu es trop jeune, quel âge tu as? J'ai 32 ans. Voilà. Mais à 32 ans, quand tu te retournes déjà pour une petite analyse rapide du parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ce parcours? Si oui, ce serait quoi? Pour le moment, non. Je trouve que la voie que j'ai choisie me plaît plutôt bien. Ouais. Je me dirais peut-être d'évoluer dans mon poste d'adjoint de direction pour prendre encore en maturité professionnelle. Et je trouve que c'est un bon tremplin parce que ça permet d'avoir des notions de responsabilité. Donc, l'exercice métier pendant 5 ou 7 ans. En tant qu'adjointe? Oui. Autant que 7 ans, aussi loin que ça? Aussi long, tu trouves? Moi, je trouve que... 5 ans, ça me semble un cycle déjà suffisant, je trouve. Oui. 5 ans. 5 3, ans, c'est trop court, je suis d'accord. Mais moi, en tant que recruteur, je peux dire 5 ans, c'est le bon cycle, je trouve. Pour être vraiment très sûr. Après, exactement. 3, tu fais le tour de la fonction. 2, tu t'assois véritablement dans le poste. Et là, tu es prête. Par contre, 7, c'est trop long sur le poste en termes de cycle. Ce serait trop long. Exactement. Je me suis dit 5 plus 2 si jamais. Il y a encore des petits réajustements. Mais tel finalement... que je te vois, je crois que tu seras vraiment prête dans 5 ans. Et je pense qu'il ne faut pas s'installer dans un job quand on veut véritablement la direction de quelque chose. Il vaut mieux. Tu auras tellement managé déjà, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Comment tu te détends quand tu sors de ton boulot et qu'il y a eu plein de petits vieux qui t'ont pris la tête? Parce que des fois, ils prennent la tête. Hein. J'ai connu en tant que psychologue, c'est pas les vacances tous les jours. Hein. Donc, comment tu fais pour te détendre et quels sont tes plaisirs en dehors, justement, pour te ressourcer? Alors, mes plaisirs pour me ressourcer, je dirais les balades en forêt, en ville. J'aime beaucoup prendre des cafés, par exemple, donc ça aide pas mal. Excellente activité. Exactement, excellente, je recommande d'ailleurs. Surtout quand c'est avec les copines en terrasse, puis tu critiques, tu rigoles. Exactement, et on voit pas le temps passer. Je dirais les sorties au cinéma. Ouais, donc, ça fait du bien. Et très important, la salle de sport. Ah, c'est bien. Je trouve que c'est un bon moyen pour décompresser et puis de se vider un peu
la tête de ce qui s'est passé en journée et puis de faire le vide, pour moi, je trouve que c'est une excellente chose. Et ça te permet d'arriver toute fraîche et souriante le matin, Exactement. à nouveau, bien dans ta peau, mais c'est et de repartir, hyper important. Exactement. Hyper important. Alors, comme dans les podcasts, ici, on n'a pas de tabou et qu'on parle à des jeunes qui vont s'orienter, c'est un métier qui fait super plaisir à entendre. Après, il y a un élément important aussi, c'est comment tu es rémunéré. Alors, pas ton salaire en tant que tel au détail, mais globalement, la louche, le niveau qu'on peut attendre au bout de 2-3 ans sur le poste, et puis après, comme directrice, par exemple, à peu près. En tant qu'infirmière, le salaire s'avoisine à 2200. D'accord. On parle en brut, là, on parle en net. Tu parles en net, d'accord. Donc, c'est du 2005 brut c'est à peu ça. près, ouais. En tant qu'adjointe, en fonction des établissements, nous, on part sur une convention collective. Donc, la grille salariale est déjà prédéfinie. D'accord. Donc, on est sur un salaire de 2004, voire 2005 net. Ok, d'accord. Donc là, effectivement, on est sur 2008-3000 de brut. Toujours en France, on parle en brut. Exactement. D'accord. Et quand tu es directrice d'un établissement comme ça, qu'est-ce que tu peux espérer gagner ? 3 à 4 000 euros. 3 4 000 euros. Sur là, du net. Tu parles du net, toujours 3 4 000 net. Sur du net. On est sur 3, 5, 4, 5 par mois. D'accord. Donc ça vous donne une idée de la fourchette qu'on peut imaginer. Comme on arrive, je crois, Maëva me fait signe, est-ce qu'on est presque à la fin du podcast ? On peut continuer ? D'accord, c'est parfait parce que j'avais encore quelques questions et on ne veut pas faire des podcasts trop longs. Aujourd'hui, si je puis dire, si tu devais donner des conseils, alors le mot conseil c'est toujours un peu désagréable, mais quelques tuyaux aux jeunes qui nous écoutent pour qu'ils s'éclatent dans leur travail de façon générale, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? J'aurais dit principalement de s'écouter, de suivre son intuition. Je trouve que ça a son importance de se dire que si demain on veut se spécialiser dans un domaine d'activité, de ne pas écouter ce que disent les autres. D'accord. Donc, je parle en connaissance de cause. Parce que toi, on ne t'a pas recommandé du tout ? Si, moi, j'ai été recommandée. Et puis, dans ce poste d'adjointe, non. J'ai pas été recommandée. Mais dans d'autres domaines d'activité, principalement en tant qu'infirmière, il m'est arrivé d'être recommandée. Mais de manière générale, j'aurais dit de s'écouter et de suivre son intuition. D'accord, mais quand tu disais tout à l'heure pas écouter ce que disent les autres, toi ça t'est arrivé d'être de gens qui te disent n'y va pas, c'est pas un job pour toi ? Exactement. On te l'a fait ça ? On me l'a déjà fait. C'était quel job, infirmière ? Pompier de Paris. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc très très drôle dans son parcours, je l'avais oublié. Exactement. Ah, alors c'était au tout début. C'est au tout début, tu voulais faire pompier. Exactement, je voulais être pompier de Paris et puis on m'avait dissuadée. Dis-nous qui a fait ça. Entourage proche. Et c'était quoi professionnel. Ouais, mais c'était quoi ce qu'ils pouvaient te donner comme, je dirais, conseil ou qu'est-ce qui les inquiétait pour pas que tu sois. Pourquoi on te disait il faut pas le faire ? Disons c'est quoi l'idée ? Femme, pompier, le feu, monter des échelles, militaire. C'est très drôle. Pourquoi il y a plein de femmes qui sont militaires, gendarmes, pompiers, il y en a plein maintenant. Il y en a plein. Ouais, mais disons qu'avant, ça se faisait moins. Et puis, ça pouvait faire peur, mon entourage proche, de ce côté-là. Ils avaient la trouille, mais peut-être que tu simplement de la peur du feu et que tu te fasses blesser, parce que c'est vrai que c'est quand même un métier à haut risque, faut pas rigoler. C'est pas un fantasme. Ils t'aiment très fort, ils ont peut-être pas envie que tu fasses ce genre de truc. C'est ça. Mais du coup, tu les as écoutés parce que... Alors, je les ai pas forcément écoutés, mais j'ai tenté quand même la chose. T'as tenté Parce que j'ai un petit côté têtu, donc je suis mon instinct. C'est bien, c'est très bien, c'est ce que tu disais. Voilà. Et j'ai tenté, mais je me suis retrouvée à être inapte pour des raisons de santé. Mais pas grave, c'est pas grave. Au moins j'ai tenté. Non, mais c'est des raisons de santé qui n'étaient pas graves. Ils t'ont sorti un truc. C'est quoi les raisons de santé ? Non, j'ai un asthme, donc du coup. Oui, d'accord. Oui, non, mais quand même c'est pas terrible là. Ouais, voilà, entre le feu, l'asthme, la respiration. Excuse-moi, mais quelle très mauvaise idée là quand même. Très je comprends beaucoup mieux la réaction de ton Je serais ta mère, je t'aurais pas conseillé non plus, tu vois. Exactement. Parce que pompier, si t'as un petit peu d'asthme, c'est pénible. C'est ça. Il vaut mieux que tu respires, que tu es dans la détente et l'anti-stress quand même. Là, c'est il vaut mieux avoir des gens solides et qui sont sains d'un point de vue état de santé que d'avoir des gens en difficulté respiratoire. Bien sûr, et puis pas t'envoyer des coups de stress de folie, ça c'est pas un bon plan. Non, pas du tout, je recommande pas. Pas du tout. Donc effectivement, le conseil que tu donnes, c'est d'être soi-même, d'écouter ce qu'on a envie de faire. Exactement. Pas toujours les autres. Pas toujours les autres, et puis de laisser le temps faire les choses, puis de créer son propre chemin et de suivre sa propre voie. D'accord.
Voilà. Et donc, toujours dans cette question-là, sous-question, si tu devais donner, là, avant qu'on se quitte, aux gens qui nous écoutent, et en particulier aux plus jeunes, quels seraient les 2-3 verbes ou une devise, une citation, ce que tu veux, mais ton petit mot d'ordre qui fait que quand tu as un petit coup de brume, un petit coup de blues le matin, tu te dis, tu vois, moi, je dis moi, quand ça va pas, mes mots d'ordre, c'est donner, aimer et agir. Voilà, un peu dans cet ordre-là. Voilà, et quand ça va pas, je me les répète un peu comme des... Tu vois, faut y aller. Pourquoi? Parce que ça. Toi, ce serait quoi? Disons que c'est à peu près les mêmes... j'aurais repris les mêmes mots que tu as cités, les mêmes verbes. Plus la patience, mais c'est pas vraiment un verbe, mais... La patience. Ou patienter, quoi. Patienter. Parce que finalement, on se rend compte que le domaine du soin, c'est vraiment riche, et puis c'est un métier tout à fait honorable et respectable, mais ça peut être aussi prenant, donc la patience envers les gens qui sont parfois sollicitants, même qui sont souffrants, et puis finalement il y en a certains où ça peut avoir un impact sur notre état de santé mentale, donc c'est important aussi de pouvoir s'accorder du temps pour soi. Bien sûr. Alors, et par rapport à ça aussi, et on se quittera après ça, mais je voulais que tu me dises, parce que moi je les ai fréquentés dans mon parcours de psychologue aussi, évidemment, beaucoup, puis j'en ai autour de moi, évidemment, mais ils t'apprennent quoi, les petits vieux, tous les jours? On va rester là-dessus, mais c'est vraiment important. Ils t'apprennent quoi? La plupart du temps. Ouais, si tu devais faire un résumé global de ce qu'ils t'apprennent, qui fait que le lendemain tu reviens quand même, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quoi? De respecter son aîné, c'est ce qui revient souvent, de la notion d'écouter, de les considérer, et puis de prendre en compte leurs demandes. C'est vraiment le point vraiment central. Peut-être que je me répète sur ce que j'ai dit en début de podcast, mais c'est vraiment... ce sont vraiment les mots qui reviennent souvent à la résidence. D'accord. Et ça, c'est effectivement, c'est ce que tu dois faire. Ça, c'était... Exactement. Mais eux, qu'est-ce qu'ils te donnent? En retour, la bienveillance. Qu'est-ce que tu sens chez eux? La bienveillance. La bienveillance, c'est ça qui vient en premier. Exactement. La bienveillance, du respect. Et il y en a certains qui parlent tellement avec naïveté, et puis qui parlent avec le cœur, que ça reste... C'est émouvant, en fait, très finalement. C'est vraiment émouvant. Parce que c'est un peu comme... on dit que les personnes âgées, à force d'avancer, elles finissent par retrouver un statut d'enfant. Psychologiquement, il y a une fragilité physique qui se fait, et donc il y a une fragilité générale, et ils reviennent à quelque chose d'extrêmement sincère. C'est vrai ce que tu dis. C'est ça. Et ça, tu le sens, toi, souvent et tous les jours? Tous les jours, je le ressens. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. C'est pour ça qu'on se dit que finalement, le respect, ça a son importance, et peu importe l'âge, ils ont quand même un vécu, et c'est à nous de leur apporter. Finalement, en fait, on se dit que c'est comme un tremplin, et... avant une étape, qui n'est pas la plus marrante. Pas la plus marrante, donc c'est à prendre en compte, et ils ont quand même un vécu, donc c'est à nous aussi de les respecter par rapport à ce qu'eux, ils ont eu comme vie au quotidien. Mais écoute, on va se quitter. Je voulais quand même préciser, moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est que la maman de Sophia, elle a super bien bossé. Je la remercie parce que les parents aimants, ça fait des gosses aimants, et c'est cette chaîne magnifique dont tu as parlé au début du podcast. Je lui souhaite que du bonheur. On lui souhaite, Maëva et moi-même, derrière la caméra, Maëva, on lui souhaite tout le bonheur du monde, et de continuer à avoir ce magnifique sourire, et d'aider les personnes âgées qui, dans notre métier, ne sont pas une priorité, dans notre métier, notre pays, excusez-moi, ne sont pas une priorité. Et c'est vraiment à déplorer, ça. Par contre, c'est des trésors de tout, de mémoire, d'amour, d'expérience. Au lieu de mettre la vieillesse de côté dans le déni de la vieillesse, c'est ce qu'on a en France, la mort, la maladie, la vieillesse, ça, même package. Hein. Il y a des pays où je prends les Asiatiques, beaucoup, le Japon, la Chine, même si ça bouge aussi beaucoup, ça change, mais il y a vraiment des siècles et des siècles de respect, d'écoute. Plus on prend en âge, et plus on apporte de choses aux jeunes, et on a de choses à transmettre. Parce qu'on avance dans l'âge, on va vers la mort. Si c'est là que tu es le plus riche, c'est quand tu deviens de plus en plus vieux. C'est ça. Si tu ne le transmets pas aux jeunes, à quoi ça sert, quoi? C'est vrai que là, c'est pas fun du tout, hein, tu vois. Donc, donner avant de partir, parce qu'il y a des gens qui ont envie de recevoir. Donner aux gens autour de soi, c'est quand même un beau cadeau aussi de départ, je trouve. Exactement. Voilà, donc c'est un sujet qui est extrêmement important. Je pense qu'un pays qui respecte ses personnes âgées
et ses enfants est un pays qui va bien. L'inverse, pour moi, c'est un pays qui ne va pas bien. Donc, c'est très important de travailler là-dessus. Je remercie Sophia pour sa venue, qui est venue en catastrophe de son travail, ce que je dis, la pauvre. Voilà, donc on la remercie 1000 fois. Je remercie Maëva derrière la caméra qui m'accompagne depuis le début de la création de cette chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. À très bientôt, Laurence. Merci beaucoup, Et merci Sophia. à toi pour ta confiance. À très bientôt. Oh, c'est ton problème.